La rencontre à Doha aura lieu, La rencontre à Doha, peut-être, sera importante ou peut-être pas. nous le verrons. Mais nous gagnons sur le plan militaire. Je dirais que c'est presque déjà une victoire militaire. Et en réalité, tout est très simple. Après 2 jours de tirs réciproques, les États-Unis d'Amérique et l'Iran reviennent à la table des négociations. Et déjà mardi 30 juin, l'équipe du président des États-Unis et les représentants du régime iranien tiendront, comme ils l'ont dit, des négociations urgentes au Qatar. Donald Trump a déclaré que c'est l'Iran qui s'est adressé à Washington et a demandé une rencontre urgente. Autrement dit, moins de 48 heures se sont écoulées entre l'échange de frappes et l'annonce de négociations urgentes. Mais je peux déjà vous dire qu'il n'y a aucune urgence dans ces négociations, car elles étaient justement prévues à l'avance pour mardi. Dans cet épisode, je vous propose d'essayer de comprendre ce qui se passe, et surtout, qui gagne ici et qui perd. Et vous savez, la réponse ne sera pas aussi évidente qu'il n'y paraît, car de nouveaux éléments sont apparus qui pourraient complètement bouleverser cette situation. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et laissez un commentaire. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également les liens vers tous mes réseaux sociaux. Alors, procédons dans l'ordre, car la chronologie est très importante ici. Tout a commencé non pas avec les États-Unis d'Amérique, mais avec l'Iran. L'Iran a attaqué jeudi un cargo près d'Oman, ce qui a déclenché des frappes de représailles des États-Unis et des contre-attaques. L'Iran a attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Les États-Unis ont réagi fermement. Vendredi, les forces américaines ont frappé des entrepôts de drones, des radars côtiers et des infrastructures de missiles dans le sud de l'Iran, y compris la zone du détroit d'Ormuz et l'île de Keshm, qualifiant cela de réponse puissante à l'attaque d'un navire marchand par l'Iran. Après cette frappe, Donald Trump a menacé, faisant planer à nouveau le spectre d'une guerre. Citation. Il pourrait arriver un moment où nous devrons finir par la force militaire ce que nous avons commencé avec succès, faute de pouvoir rester retenus. Si cela se produit, la République islamique d'Iran n'existera plus. Eh bien, il semble que l'Iran n'ait pas été effrayé par cette déclaration de Trump, car en réponse, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé qu'en raison de la violation du cessez-le-feu, tous les processus diplomatiques seraient incomplètement arrêtés. Et les bases américaines dans la région, je cite, vont vivre l'enfer dans les prochains jours. Notez bien cela. Samedi et dimanche, l'Iran était prêt à se retirer complètement des négociations, ou du moins il bluffait de manière assez convaincante. Autrement dit, du samedi soir au dimanche matin, la situation était sans équivoque. La trêve craque, les deux parties se menacent mutuellement de destruction, et la diplomatie est, disons, remise en question. Mais lundi matin, Donald Trump annonce une réunion d'urgence entre les délégations américaines et iraniennes à Doha. Mais qu'est-ce qui s'est passé en coulisses pour que tout change aussi brusquement et qu'on passe soudainement des frappes mutuelles à des négociations d'urgence ? Après avoir analysé la situation, je peux affirmer avec certitude qu'il y a eu un calcul froid des deux côtés. Le 17 juin, les États-Unis et l'Iran ont signé un mémorandum d'entente en 14 points. Il a lancé une période de négociation de 60 jours sur l'accord final qui doit ouvrir définitivement le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février. Les échanges de frappes ce week-end ont mis ce mémorandum en danger. Et en réalité, les deux parties m'ont maintenant reculé pour le sauver, pour ne pas réellement détruire au moins les accords qui existent déjà sur le papier. Mais bien sûr, personne n'a reconnu avoir reculé en premier, ni les États-Unis, ni l'Iran. La formule du retrait était très professionnelle et froide. Voici ce qu'a déclaré un responsable américain. Les négociations techniques se poursuivront sur tous les aspects du mémorandum. Les deux parties veulent se retirer pour l'instant, et les navires peuvent circuler librement dans le détroit d'Ormuz. La Maison-Blanche a finalement annoncé qu'ils arrêtaient comme toutes les frappes contre l'Iran. Eh bien, pour être clair, il n'y aura pas de réponse aux tirs sur les bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït. Et voici le point clé qui explique pourquoi, comme l'a déclaré Trump, les négociations sont urgentes. Et je dirais que c'est la peur des deux côtés de ce qui pourrait arriver si la structure du mémorandum s'effondre réellement maintenant. Si quelqu'un va un peu plus loin et que tout s'effondre. Pour les États-Unis d'Amérique, les fonds Bavana que le encore sans côté,
L'effondrement du mémorandum signifie un retour à une guerre à part entière, que Donald Trump a publiquement déclaré terminée, et ce par une victoire des États-Unis. Mais comment peut-on revenir à une guerre que tu as soi-disant déjà bouclée, que tu as terminée et dans laquelle tu as déjà gagné ? Pour l'Iran, l'échec du mémorandum signifie la perte de tout ce qu'il a déjà obtenu grâce à cet accord, et il a obtenu pas mal de choses. Et cela nous amène à la question principale. Alors, qui gagne en ce moment ? Eh bien, analysons point par point. Voici qui a le plus de points, et la réponse va vous surprendre. L'intuition, bien sûr, nous dit que c'est l'Iran qui gagne en ce moment, parce que c'est lui qui reçoit plein de bonus à l'issue de cette phase de la guerre. Et pour aller de l'avant, je dirais que oui, dans une large mesure, c'est vrai, mais analysons cela honnêtement. Parce que chaque camp, que ce soit les États-Unis ou l'Iran, a sa propre victoire, et elle ne s'annule pas l'une l'autre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est comme si chacun pouvait proclamer sa victoire, et aucun ne mentirait. Ici, il y a des nuances très importantes. Commençons par ce que dit Washington lui-même à ce sujet. Le vice-président des États-Unis, J.J.D. Vance, qui dirige actuellement les négociations, a exposé la position américaine très clairement lors de l'émission de Bill Maher. Je vais citer ses propos. « Si nous concluons un accord final, tant mieux. Si nous n'en concluons pas, leur programme nucléaire est de toute façon déjà détruit. Il reste de toute façon beaucoup plus faible, en tant que pays. Donc ma position est la suivante. L'Amérique gagne dans tous les cas. Oui, c'est ainsi que s'énonce la formule. C'est-à-dire que J.J.D. Vance déclare ouvertement que, quoi qu'il arrive actuellement dans la région, les États-Unis proclameront cela comme une victoire, et peu importe qu'il y ait un accord ou non. Que l'Iran garde ou non son programme nucléaire importe peu, car on pourra toujours présenter cela comme une victoire. C'est un argument solide et en réalité, on ne peut pas l'écarter. Parce que d'un point de vue militaire, les États-Unis et Israël ont vraiment infligé de lourds dégâts à l'Iran. Au point que, pendant la guerre, le guide suprême de l'Iran, Khamenei, et des figures clés de ce régime ont été tués. Et c'est précisément cela que les États-Unis peuvent présenter aujourd'hui comme une victoire. Eh bien, en oubliant complètement que les programmes nucléaires, balistiques et de drones de l'Iran ont survécu. Toutes les forces supplétives de l'Iran dans la région ont survécu. L'Iran a obtenu la levée des sanctions et le dégel de ses avoirs. Et maintenant, il prend aussi le contrôle du détroit d'Ormuz, en fait. Eh bien, nous allons y revenir dans un instant. C'est un point très intéressant. Donc, en principe, à ce stade, on peut dire que c'est exactement ce que fait Trump. Il dit « Nous avons écrasé leur puissance militaire. Ils n'ont pas de flotte navale, ils n'ont pas de force aérienne. Leur défense antiaérienne est détruite, il ne leur reste plus de missiles, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les Américains peuvent présenter cela comme une victoire. Mais maintenant, regardons la même situation, mais à travers les yeux des principaux centres d'analyse américains. Et si l'on regarde cela du point de vue des analystes, la situation s'inverse. Le Conseil des relations internationales rend presque un verdict. Citation. Donald Trump a peut-être savouré les succès tactiques des militaires américains et israéliens, mais il a terminé le conflit sans victoire stratégique, dans des conditions qui semblent favoriser l'Iran. Et ensuite une liste de ce que Téhéran obtient. Selon les premières informations, l'Iran obtiendra la levée des sanctions. Et il pourra vendre du pétrole, enrichir de l'uranium et ne sera pas obligé de démanteler le réseau de ses forces par procuration dans la région. Et bien que Donald Trump ait déclaré la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, les responsables iraniens insistent sur le fait qu'après 60 jours, ils introduiront tout de même des frais de passage. Réfléchissez bien à ce dernier détail, parce qu'elle est géniale dans son cynisme. Le détroit d'Ormuz était déjà ouvert avant la guerre. Il était complètement ouvert. Rappelez-vous, il n'y avait absolument aucune restriction. Alors, en quoi consiste la victoire de Donald Trump, qui dit qu'il a ouvert le détroit d'Ormuz? Réfléchissez à ce cynisme. Trump affirme « Nous avons ouvert le détroit d'Ormuz, désormais libre à la navigation. Pourtant, avant la guerre, il l'était déjà. Et maintenant, les États-Unis paient en levant les sanctions pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui, avant la guerre, était déjà ouvert. » L'Iran a pris un point de pression théorique et l'a transformé en un levier très réel et puissant, imposant des coûts à toute l'économie mondiale et mettant les nerfs de Donald Trump à rude épreuve. Autrement dit, l'Iran a fermé ce qui était déjà ouvert, puis a revendu la réouverture du détroit en échange d'argent et de la levée des sanctions.
C'est exactement la définition d'une victoire à la table des négociations. C'est quand tu as, excusez-moi l'expression, complètement surpassé ton adversaire. Avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert, rappelons-le. À l'issue de la guerre, l'Iran a compris qu'il pouvait l'utiliser comme un levier de pression et en a fait un véritable levier. Et il dit « c'est fini, nous avons fermé le détroit ». Maintenant, il dit « nous pouvons le rouvrir, mais vous devez lever les sanctions contre nous, nous rendre nos avoirs gelés et ainsi de suite ». Un coup de génie. De plus, l'Atlantic Council souligne un paradoxe qui doit énerver les États-Unis et Israël. Le régime de Téhéran non seulement n'est pas tombé, mais il s'est renforcé stratégiquement, ayant résisté à une lourde frappe américano-israélienne et mené des contre-attaques efficaces. Beaucoup de pays de la région courtisent l'Iran pour apaiser les tensions, ce qui révèle l'orientation actuelle. Sur la question nucléaire, la plus importante, la victoire des États-Unis s'avère un mirage. Il n'y a aucun accord, à part la promesse de négocier sur les stocks d'uranium enrichi. Et l'Iran sait comment faire traîner ce genre de négociations et obtenir des concessions en cours de route. Je rappelle que depuis le retrait de Donald Trump de l'accord nucléaire en 2018, cela fait 8 ans que l'Amérique négocie avec l'Iran pour rétablir l'accord nucléaire. 8 ans. L'Iran a réussi à faire durer ce processus 8 ans, alternant entre accords presque conclus, changements d'avis et nouvelles conditions. En fait, voilà la réponse à la question de savoir qui gagne. J.G.D. Vance a raison de dire que l'Iran est affaibli sur le plan militaire. Mais les analystes ont raison de dire qu'à la table des négociations, l'Iran surpasse les États-Unis d'Amérique point par point. L'argent, le pétrole, l'uranium, Hormuz et les forces par procuration, presque tout reste sous son contrôle. Ce n'est pas une alternative, non. C'est une situation où l'Iran, qui semble avoir perdu la bataille sur le champ de bataille, a tout de même gagné la paix pour lui-même. Et qui a perdu ici ? Hélas, si l'on cherche un perdant clair dans cette guerre, c'est Israël. L'accord entre les États-Unis et l'Iran est un coup dur pour Israël et personnellement pour Netanyahou, qui considère l'Iran comme une menace existentielle. La guerre bénéficiait d'un large soutien en Israël. Et Netanyahou fait maintenant face à des élections très difficiles dans les prochains mois. Et Netanyahou, qui a mené Israël à la guerre sous le slogan du changement de régime à Téhéran, se retrouve avec un régime qui a résisté et, dans une certaine mesure, s'est renforcé. Et c'est justement Israël qui est maintenant la principale menace pour tout l'accord. Il s'agit ici de la situation au Liban. Ici, il existe une contradiction fondamentale qui, en fait, détruit déjà l'accord entre les États-Unis et l'Iran, dès son tout début. L'accord tripartite signé vendredi contredit en fait le mémorandum en 14 points, parce que selon l'Iran et le Hezbollah, le mémorandum prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban. Mais Israël refuse catégoriquement de retirer ses troupes du Liban. Le ministre de la Défense israélien, Katz, a déclaré fermement « Il n'y aura ni redéploiement ni retrait des troupes israéliennes du sud du Liban tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé dans tout le pays ». De plus, il a révélé l'ampleur des destructions et sa volonté de reprendre la guerre. Israël a détruit 100 villages le long de la partie ouest de la frontière libanaise et environ 73 dans le reste de la région. 200 000 habitants déplacés du sud du Liban ne seront pas autorisés à rentrer chez eux. Et Israël est prêt à reprendre la guerre avec l'Iran si Donald Trump considère que les négociations ont échoué. Autrement dit, l'Iran exige un retrait total, le retrait d'Israël du Liban comme condition à l'accord final. Israël ne partira pas tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et il suffirait d'une seule roquette du Hezbollah sur le nord d'Israël pour que toute cette construction s'effondre. Qui gagne, disons, en douce ? Ce sont les monarchies arabes. L'accord de Trump avec l'Iran est un immense soulagement pour les pays arabes du Golfe Persique qui ont subi le principal choc des attaques iraniennes et de graves secousses économiques. Bahreïn, l'Irak, le Koweït, le Qatar n'avaient en fait aucune alternative au détroit d'Ormuz pour l'exportation maritime de leur pétrole. Et ils bénéficient particulièrement de la reprise des livraisons essentielles de pétrole et de gaz. Pourquoi n'ai-je pas mentionné les Émirats et l'Arabie Saoudite ? Ils ont tout de même des routes alternatives là-bas. Les Saoudiens ont d'ailleurs montré qu'ils pouvaient, en principe, se passer du détroit d'Ormuz. Et donc, pour les pays mentionnés, n'importe quelle paix vaut mieux qu'une guerre à leur porte.
Mais il y a aussi un arrière-goût amer pour les États-Unis d'Amérique. Les pays du Golfe Persique n'ont pas appelé à cette guerre. Mais ce sont eux qui doivent maintenant gérer les conséquences, et apparemment sans l'aide des États-Unis. Puisque selon le mémorandum, les troupes américaines se retirent des zones autour de l'Iran dans les 30 jours suivant l'accord final. Et c'est aussi un point très controversé, parce que les Iraniens, insistant sur le retrait des troupes américaines, et les médias américains écrivent déjà sur les plans de redéploiement des troupes stationnées au Koweït et à Bahreïn vers Israël. Et ils appellent cela une sorte de victoire, comme si c'était une décision stratégiquement intelligente. Donald Trump est un grand stratège de guerre. Il a décidé qu'il fallait vraiment retirer les troupes américaines de la zone de frappe des missiles iraniens, qu'il aurait soi-disant déjà détruits, et tout cela pour les transférer en Israël. Et en réalité, leurs bases dans le Golfe Persique sont tout simplement détruites. Maintenant, mettons tout cela bout à bout. Les négociations urgentes, soi-disant urgentes, annoncées par Donald Trump après l'escalade. Ce n'est pas une percée, mais ce n'est pas non plus une capitulation. Ni l'un ni l'autre. C'est la reconnaissance par les deux parties qu'elles ont un intérêt commun à préserver ce mémorandum fragile et partiel. Les États-Unis ne souhaitent pas une nouvelle guerre qu'ils considèrent déjà gagnée. L'Iran ne veut pas perdre les trophées déjà acquis. D'où le revirement instantané de la rhétorique de Donald Trump, passant des menaces de détruire l'Iran à la nécessité d'une rencontre urgente au Qatar. Mais comme on dit, il ne faut pas se faire d'illusions sur la solidité. Même J.D. Vance lui-même a reconnu que la trêve sera toujours un peu sale lorsqu'on traite avec les Iraniens. Ce sont ses mots. Eh bien, les contradictions structurelles n'ont pas disparu. L'Iran compte tout de même instaurer un péage pour le passage par le détroit d'Ormuz après 60 jours. L'Iran ne remet pas encore son uranium enrichi. Israël ne quitte pas le Liban. La question nucléaire a été remise à plus tard, où, comme le préviennent les analystes, l'Iran s'est gagné du temps et obtenir des concessions. On peut déjà dire qu'après les 60 jours de ce mémorandum, Donald Trump va le prolonger pour une certaine période supplémentaire. Et, en gros, ces négociations vont encore durer éternellement. Je le répète encore une fois. Jusqu'à présent, l'Iran a mené des négociations avec les États-Unis pendant 8 ans pour renouveler l'accord nucléaire. Pendant 8 ans, ils ont tenu quelqu'un par les couilles sans rien résoudre au final. C'est pourquoi un mémorandum sans accord complet ultérieur sera instable et impossible à maintenir en soi. Et sans accord séparé sur le détroit d'Ormuz, les États-Unis parviennent facilement à retomber dans la guerre avec l'Iran. Donc si je devais répondre à la question de savoir qui gagne et qui perd, je dirais ceci. Tactiquement, ce sont les États-Unis et Israël qui l'emportent, car ils ont vraiment affaibli la puissance militaire de l'Iran. Ils ne l'ont pas détruite, mais ils l'ont considérablement affaiblie. Stratégiquement et à la table des négociations, c'est l'Iran qui l'emporte car il a tenu bon, il s'est renforcé, il a conservé son uranium enrichi et ses forces supplétives. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis du Yémen et les chiites en Irak, qui a obtenu la levée des sanctions et le dégel de ses avoirs. Et en plus, il a vendu la réouverture du détroit d'Ormuz pour, de l'argent sonnant et trébuchant, même s'il était déjà ouvert. J.D. Vance dit que l'Amérique gagne dans tous les cas. Et c'est vrai, mais seulement à moitié, parce que l'Iran gagne aussi dans tous les cas. Et ces deux victoires existent simultanément. C'est-à-dire que chaque camp peut dire que nous avons gagné. La guerre s'est terminée de telle sorte que les deux camps peuvent annoncer à leur peuple leur triomphe, annoncer à leur peuple leur victoire. Et c'est justement le meilleur signe que rien n'est vraiment terminé. À l'heure actuelle, il n'existe tout simplement pas de vainqueur clair dans cette guerre. Et cela signifie que tôt ou tard, les États-Unis et l'Iran finiront de toute façon par retomber dans des frappes mutuelles. Ou alors, ils vont encore traîner cette histoire pendant des années avec des négociations interminables. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous. Et c'est vraiment très simple. C'est la dénucléarisation de l'Iran. Nous ne voulons pas qu'ils aient une arme nucléaire et ils n'auront pas d'arme nucléaire. Ils ont accepté cela pour être tout à fait honnêtes. C'est très simple, la dénucléarisation de l'Iran. Nous refusons qu'ils possèdent une arme nucléaire
et ils n'en auront pas. Ils l'ont accepté honnêtement.